Bonjour à tous. Je voudrais en quelques minutes vous expliquer pourquoi la FGTB Luxembourg, en collaboration avec le CEPPST et l'antenne du CADTM, a décidé de s'impliquer fortement dans cette campagne pour la création d'un audit sur la dette publique. Pourquoi s'intéresser à la dette? C'est une question évidemment fondamentale. Elle pèse fortement sur nos vies. La dette publique et le remboursement de la dette est un prétexte qui est utilisé pour justifier des politiques d'austérité. Alors on a voulu interroger cette question de la dette. Elle peut apparaître évidente, elle ne l'est peut-être pas autant qu'on ne le pense. Quelle est l'origine de la dette? D'où vient cette dette? Qui en est responsable? À qui profite-t-elle? Donc dans le cadre d'une campagne wallonne, et que nous reprenons au niveau du Luxembourg, la question c'est de se dire, levons l'écran de fumée autour de cette dette, réapproprions-nous cette question. Et donc on a au niveau du Luxembourg décidé de créer un ou deux comités qui vont réfléchir à cette question. Avec, je dirais, un triple objectif. Il y a évidemment un souci d'abord de sensibilisation sur la question de la dette. Il y a un souci d'analyse, parce que l'idée est d'analyser la dette, de regarder dans le détail ce qu'il y a derrière cette dette, de remettre en cause éventuellement en tout ou en partie le remboursement de la dette ou les termes de cette dette, et évidemment aussi à travers la question de la dette de remettre en cause les politiques d'austérité qui martyrisent les travailleurs et les citoyens de ce pays. Et pour ce faire, évidemment, on s'est aidé, on a été aidé, on a notamment eu la chance, et vous le verrez tout de suite après, on a eu la chance d'avoir Éric Toussaint, qui est donc le responsable du CADTM au niveau Belgique et qui connaît très bien toutes ces questions de dette. Il les a étudiées d'abord au niveau du tiers-monde et puis évidemment aujourd'hui sur les dettes des pays du Nord. Donc moi je voudrais en tout cas le remercier et de sa conférence et aussi du fait qu'il ait accepté que l'on puisse le filmer pour que vous puissiez vous aussi profiter de toute son expérience et d'une conférence qui est pleine d'intérêt. Merci beaucoup. Je suis très content d'être avec vous ce soir ici à Arlon. Alors, en moins d'une heure, essayer de présenter la problématique de la dette des pays du Sud et puis arriver en Belgique et atterrir sur des propositions de cette initiative d'audit, c'est une gageure que je vais essayer de relever. Et donc, à certains moments, je vais galoper, je crois, sachant que si vous voulez en vérifier des choses, en savoir plus, il y a, comme Joël l'a dit, une série d'ouvrages qui sont là à votre disposition. Il y a aussi le site internet du CADTM avec énormément de documents sur les pays du Sud. Il y a le site qu'on a créé ensemble avec la FGTB, le CEPAG, et qui s'appelle onveutsavoir.be, et qui lui porte sur la dette en Belgique. Puis il y a toute une série de vidéos, etc. Et en écoutant Joël, qui disait dans ma jeunesse, j'ai appris que une dette, ça se rembourse. Il y a un aspect de la problématique que je ne vais pas du tout développer ici, qui est, enfin, il y en a pas mal que je ne vais pas développer, mais il y en a un qui est l'histoire longue, c'est-à-dire les dettes dans l'histoire de l'humanité. Mais si ceux et celles que ça intéresse, j'ai donné une conférence qui est sous forme vidéo disponible, qui est récente. J'ai donné cette conférence à l'Université populaire à Bruxelles, qui est une création de la FGTB et d'une série de mouvements, et qui a tout un programme de conférences. Et là, j'ai donné une conférence sur l'histoire des annulations de dettes de la Mésopotamie 2400 avant notre ère jusqu'à aujourd'hui. Et j'en parlerai pas, ça dure 1h30, et je commence, pour ceux qui se rappellent leur cours de
de primaire, ou en tout cas de secondaire, le code d'Hammurabi, autour de 1600 avant Jésus-Christ, ce roi de Babylone, on vous a parlé, vous vous souvenez peut-être même de la représentation graphique du code d'Hammurabi. Eh bien, ça consistait principalement en décret d'annulation de dette, qui prolongeait une tradition qui avait commencé 800 années avant. Tout ça pour dire que l'histoire de l'humanité tourne en partie autour des questions de remboursement en annulation de dette, que la soumission des êtres humains à la dette personnelle qui pouvait mener et qui a mené pendant des siècles, voire des millénaires, à l'esclavage, à la perte de propriété, etc. Et quelque part, dans la population belge ou des pays du Nord, ceux qui vivent le surendettement en connaissent un brin sur les effets d'un surendettement et le fait d'être soumis à des créanciers qui multiplient les huissiers et de devoir passer par des usuriers pour continuer à vous prêter de l'argent afin soit de survivre, soit de rembourser vos créanciers. Les dettes, donc, dans l'histoire de l'humanité, jouent un rôle extrêmement important, y compris dans les mouvements de soulèvement, de libération, d'émancipation. Mais bon, voilà, je n'en parlerai pas. C'est une matière extrêmement importante. Et je vais parler justement de l'histoire absolument récente dans l'histoire longue, c'est-à-dire la crise de la dette du tiers-monde de 1982, ce qui n'est pas... Il y a certains dans cette salle qui n'étaient pas encore nés, peut-être, pas sûr, ou en tout cas qui n'avaient pas encore appris à lire et à écrire. Et puis je vais passer évidemment à la crise de la dette des pays du Nord, telle qu'on est en train de la vivre, on est en plein dedans, et c'est pour ça qu'on a réuni ce soir. Alors, une crise de la dette a éclaté en 1982, elle a concerné la majorité des pays dits du tiers-monde, c'est-à-dire l'Afrique, l'Amérique latine, une grande partie de l'Asie, et on peut y ajouter une partie du bloc de l'Est de l'époque. Et cette crise de la dette, elle a été provoquée par deux facteurs indépendants de la volonté des pays du tiers-monde de l'époque. Les deux facteurs, c'était les deux éléments suivants. Un, une chute radicale du prix des matières premières que ces pays exportaient sur le marché mondial et avec les revenus desquels ces exportations ils pouvaient rembourser leurs dettes. Les prix des matières premières ont chuté, il y a eu un contre-choc pétrolier en 1982, en 1981, pardon, une chute radicale du prix du pétrole qui avait explosé en 73 et en 79, et des autres matières premières, une chute radicale des prix, qui a amené donc une réduction radicale des revenus, qui a fait que le poids du remboursement de la dette est devenu insupportable pour ces pays. Et c'était combiné un deuxième facteur sur lequel ils n'ont pas eu leur mot à dire non plus, c'est l'explosion des taux d'intérêt. À partir de début des années 80, la Réserve fédérale des États-Unis, sous le début de la présidence de Ronald Reagan, a multiplié par 4 les taux d'intérêt. Et donc, les pays du Sud qui avaient été poussés par les organismes internationaux comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, les banques privées qui avaient beaucoup d'argent à leur prêter et qui les convainquaient que c'était très bien d'emprunter cet argent, qui étaient encouragés aussi par des prix des matières premières très élevés. Le pétrole se vendait à un prix très élevé, donc ils avaient des liquidités. Donc, qui a des liquidités et une proie de choix par les banquiers qui leur disent si vous avez des sous, je suis prêt à vous en prêter beaucoup plus. Les banquiers ne cherchent pas à prêter aux gens qui n'ont pas de sous du tout. Ils cherchent d'abord à prêter à des gens qui ont des ressources pour rembourser.
Bien, alors qu'on avait convaincu ces pays de s'endetter fortement et qu'on leur avait proposé des conditions très avantageuses, c'est-à-dire des taux d'intérêt très bas, du jour au lendemain, ils ont, par des facteurs externes, je répète, été plongés dans une crise, je dirais, attirés dans une sorte de piège qui s'est refermé sur eux-mêmes. Et une fois qu'ils ont éprouvé des difficultés très importantes à rembourser leurs dettes, les mêmes organismes qui les avaient poussés à s'endetter, c'est-à-dire notamment la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, leur ont dit « Vous avez très mal géré vos affaires, nous allons vous apprendre à comment gérer votre budget et vous allez appliquer des politiques d'austérité que nous allons vous dicter de manière à améliorer la situation de votre économie afin que vous puissiez honorer vos dettes à l'égard de vos créanciers qui étaient, comme par hasard, la Banque mondiale elle-même, le Fonds monétaire international, les grandes banques privées qui avaient lancé des dollars et des Deutsche Mark et des francs belges et des francs français à la tête de ces pays. On n'avait pas encore l'euro à l'époque. Et donc, à partir des années 80, les pays du tiers-monde, et tout au long des années 90, et certains n'en sont pas encore sortis, ont été soumis à des politiques d'ajustement structurel extrêmement féroces, qu'on a appelé aussi le consensus de Washington. C'est-à-dire une série de recettes économiques qui mettaient en pratique la grande offensive néolibérale, privatiser les ressources naturelles, privatiser les entreprises stratégiques, augmenter radicalement les impôts indirects, la taxe sur la valeur ajoutée, ou d'abord la créer dans les pays du Sud qui ne la connaissaient pas, augmenter les charges qui pèsent sur les utilisateurs des services publics, payer pour la santé, payer pour l'éducation, ouvrir au maximum l'économie des pays du Sud, c'est-à-dire supprimer toutes les protections douanières qui permettaient de protéger les producteurs locaux, supprimer des mécanismes comme la garantie de prix, les garanties de prix octroyées aux producteurs, par exemple de matières premières, du café, du thé, qui se voyaient un prix d'achat garanti par le gouvernement, supprimer les subsides aux produits de consommation courante. Bon, les populations des pays du tiers-monde ont été passées à la moulinette. Et tout ça pour rembourser la dette. La dette s'est transformée en un puissant instrument de pompage de ressources des pays du Sud, et donc des peuples du Sud, vers les créanciers du Nord, et de subordination des gouvernements du Sud et des peuples du Sud aux intérêts des puissances du Nord. Le pompage, si vous voulez que je vous donne simplement un ordre de grandeur, vous vous rappelez peut-être du plan Marshall, pas celui de la région wallonne, mais le plan Marshall original, c'est-à-dire ce plan des États-Unis pour reconstruire l'Europe détruite par la Seconde Guerre mondiale. C'est un plan à travers lequel, entre 1947, 48 et 1950, les États-Unis ont donné l'équivalent de 100 milliards de dollars aux pays européens pour se reconstruire. Donné. Bon, j'explique dans un bouquin qui s'appelle la Banque mondiale, le coup d'État permanent, pourquoi les États-Unis ont mis en place le plan Marshall et pourquoi sous forme de dons. Je n'ai pas le temps de développer. Vous en faites pas, ils y avaient tout intérêt à faire ça. Mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Si ça vous intéresse, c'est donc dans le livre Banque mondiale, le coup d'État permanent. Mais donc, une référence dans l'histoire d'une politique généreuse pour une reconstruction, c'est le plan Marshall, qui équivaut à environ 100 milliards de dollars d'aujourd'hui. À l'époque, c'était 13 milliards de dollars, mais en dollars d'aujourd'hui, ça fait un peu plus de 100 milliards. Eh bien, les pays du tiers-monde, depuis 1982 jusqu'à aujourd'hui, ont remboursé l'équivalent de 55 plans Marshall. Et si on fait la différence entre les prêts qu'ils ont reçus
et les montants qu'ils ont remboursés, là on parle de transfert net sur la dette, c'est-à-dire c'est le solde entre ce qu'on leur a prêté et ce qu'ils ont remboursé. Et ce qu'ils ont remboursé est nettement supérieur à ce qu'on leur a prêté, et donc là, c'est en solde net, ils ont offert aux créanciers du Nord l'équivalent de 8 plans Marshall, 800 milliards de dollars, c'est un montant considérable. Alors je disais un pompage de ressources, mais aussi de subordination. Il faut avoir en tête que suite à la Deuxième Guerre mondiale, on a eu une vague de lutte pour les indépendances. L'Inde s'est libérée, le Pakistan qui s'est séparé de l'Inde, et puis dans les années 50, d'autres mouvements de libération, et au début des années 60, pour les indépendances en Afrique, dont celle du Congo en juin 1960. Et au cours des années 50-60, une série de pays du tiers-monde ont tenté de se séparer du modèle dominant, du modèle des métropoles coloniales, etc. Et ça s'est appelé les expériences. On a l'expérience cubaine à partir de 1959, on a la création du mouvement des non-alignés, on a l'expérience algérienne à partir de 1962 sous Ahmed Ben Bella, on a l'expérience chinoise à partir de 1949, l'expérience indienne sous Gandhi, avec Gandhi et Nehru à partir de 1947. Et au début des années 60, le panafricanisme, Lumumba, Nkrumah, et en fait, la crise de la dette a servi à remettre au pas toute une série de pays du tiers-monde qui avaient tenté de se libérer du modèle imposé par le Nord, le modèle post-colonial. Ceux qui ne sont pas tombés dans le piège de la dette, la Chine, qui, je le dis tout de suite, n'est absolument pas un modèle à mes yeux, mais la Chine, elle, qui n'est pas entrée dans la logique de l'endettement dans les années 50, 60, 70, n'est pas tombée dans le piège de la dette dans les années 80, la Corée du Sud non plus, qui n'est pas non plus un modèle pour moi, mais tous les gouvernants qui, tout en tentant des expériences un peu autonomes, originales, avaient accepté de financer largement ces expériences en recourant à la dette extérieure, sont tombés dans le piège de la dette et ont été subordonnés aux créanciers bien organisés sous la conduite du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale et de ce qu'on appelle le Club de Paris, qui est un club informel qui réunit les États créanciers du Nord. Cette crise de la dette, elle a duré des années 80, 90, début des années 2000. Et en fait, outre le pompage énorme de ressources et l'appauvrissement que ça a représenté pour les populations du Sud, la dégradation des conditions de vie des populations du Sud de la planète, je parle des pays d'Afrique, d'une partie des pays ou de la majorité des pays d'Amérique latine et d'une bonne partie des pays d'Asie, la dégradation des conditions de vie a été terrible au cours des années 80-90 et ça a produit un rejet radical dans une série de pays des politiques d'ajustement structurel et d'austérité, et ça a amené y compris certains gouvernements sous la pression populaire à soulever le joug de la dette et à dire on ne rembourse plus. Si on veut deux exemples ou trois exemples emblématiques, c'est Cuba. Fidel Castro en 1985 lance un mot d'ordre dirigé vers les peuples d'Amérique latine et dit cette dette est impayable et injuste, il faut faire un front des pays endettés pour arrêter de la rembourser. Son discours d'ailleurs atteint l'Afrique, atteint un jeune président d'Afrique subsaharienne, Thomas Sankara, qui devient président du Burkina Faso
ce pays juste à côté du Mali, dont on parle beaucoup. Si vous regardez la carte, si vous voyez le Mali, juste à l'est du Mali, vous avez le Burkina Faso, qui a une population égale à la Belgique, 10 millions non, plus de 10 millions d'habitants maintenant, et dont le président, influencé par Castro, en 1985, s'est lancé dans une campagne aussi pour le refus du paiement de la dette. Il payera son engagement de sa vie, il sera assassiné en octobre 1987. Il y a donc un début dans les années 80 de réaction contre l'injustice de la dette, et puis il faut attendre plus tard des soulèvements vraiment massifs, c'est les années 90, et des peuples qui vraiment rejettent radicalement le néolibéralisme. Je pense au peuple de Bolivie, qui par des soulèvements répétés se débarrasse de plusieurs présidents, et puis finit par élire le premier président d'origine native, indienne, Evo Morales, en 2005. C'est le peuple vénézuélien qui se révolte contre le FMI et qui élit Chavez en 98. C'est en Équateur, pays en Équateur, donc en Amérique latine, pas la province de l'Équateur du Congo, en Équateur, une population en majorité aussi indigène, indienne, qui se révolte contre les politiques libérales et élit un jeune président, Rafael Correa, en décembre 2006. C'est aussi dans un pays beaucoup plus développé, industrialisé de l'Amérique latine, le grand soulèvement de décembre 2001 en Argentine. Et c'est justement en Argentine, sous la pression d'un grand soulèvement populaire d'un peuple qui en avait marre de plus de 25 ans de politique néolibérale, qu'un président, pour devenir populaire, il y a eu un soulèvement et 3 présidents se sont succédés en 15 jours. Et le 4e, pour réussir à calmer la population, a dit « je suspends le paiement de la dette jusqu'au moment où j'aurai recréé le plein emploi dans le pays ». C'était le 31 décembre 2001, et l'Argentine a suspendu le paiement de sa dette extérieure pour un montant de 100 milliards de dollars donc fin 2001 jusqu'à mars 2005. Et on avait promis à l'Argentine la catastrophe, on avait dit un pays qui refuse d'honorer ses créances, d'honorer les créances et d'honorer les dettes, va être mis au banc de la société globalisée, internationalisée. Ça va être le chaos, ce peuple va être plongé dans la misère. Et c'est en fait le contraire qui s'est passé. Le peuple, s'il s'était soulevé, c'est parce que depuis 3 ans, le pays était en récession. Alors une fois que l'Argentine a décidé de suspendre le paiement, l'année 2002 était difficile, évidemment, on ne peut pas changer la situation en 1 an. Mais il y a ici, on me dit, une association qui promeut l'EPI lorrain, donc des monnaies locales. En Argentine, en 2001, dans une situation extrêmement difficile, une série de populations et même de provinces argentines ont mis en circulation des monnaies locales qui s'appelaient les patacones, et ça a bien fonctionné d'ailleurs. Mais surtout, l'Argentine, en ne remboursant pas et en utilisant l'argent qu'elle aurait dû rembourser pour relancer l'économie, et notamment pour alléger les effets de la crise sur les principales victimes, notamment les chômeurs, et en leur versant des indemnités, ce qui n'existait pas en Argentine, des indemnités de chômage. Là, c'est le mouvement des piqueteros, ceux qui occupaient les grandes voies de communication, qui ont obtenu ce qu'ils ont appelé le plan de travail, c'est-à-dire des compensations, des indemnités de chômage et une aide pour retrouver du travail. Si l'Argentine a pu ainsi compenser pour les victimes de la crise les effets en leur donnant de l'argent, c'est parce qu'elle ne remboursait pas sa dette. Et elle a injecté dans l'économie de manière à relancer l'économie des montants importants.
Et la croissance économique est revenue, 8% de taux de croissance à partir de 2003, jusqu'à 2009, un taux de croissance de 8% annuel. Maintenant, on est à du 5 ou 6% de taux de croissance en Argentine. Et donc pendant toute l'année 2002, 2003, 2004, jusqu'à mars 2005, l'Argentine n'a pas payé sa dette. Et elle disait aux créanciers, on ne vous payera pas, sauf si vous acceptez de renoncer à une grande partie de vos exigences. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? L'Argentine a dit, voilà, vous nous ramenez les titres que vous détenez. S'il est écrit 100 $ sur le titre que vous détenez, donc 100 $ dus par l'Argentine, hein, c'est écrit sur un bout de papier, c'est un titre de la dette argentine. Donc l'Argentine a dit aux détenteurs de titres, et les détenteurs de titres c'était des banquiers, allemands, italiens, des États-Unis, et l'Argentine leur a dit, ramenez-nous votre papier où il est écrit 100 $, on vous en donne un nouveau où il est écrit 35 $. Donc renoncez à 65%, et là on vous donne un nouveau titre, et là on payera les intérêts prévus sur ces titres. Et les créanciers qui marinaient dans leur jus depuis des années, en se disant est-ce qu'ils vont payer ou pas, 76% d'entre eux ont accepté, ils ont donné leur titre, et on leur a donné des nouveaux titres. Bon, je n'entre pas dans les détails, moi je plaidais pour une annulation pure et simple, une répudiation, mais je dois dire que même si c'était une demi-mesure, ce qu'a obtenu l'Argentine est réellement un pas en avant et a permis une relance de l'économie et une réduction de la dette. Alors la deuxième expérience plus récente, et là j'y ai participé directement, et je vous recommande, si vous ne l'avez pas encore vu, ce documentaire qui s'appelle Debtocratie, donc qui veut dire le pouvoir de la dette. C'est un documentaire de 113 minutes réalisé par deux jeunes cinéastes grecs talentueux en 2011 et qui a un succès absolument énorme sur le plan international, sur les médias alternatifs et en Grèce en particulier. Et là, je suis un des intervenants dans ce documentaire et j'explique ce qu'on a fait notamment en Équateur, mais d'autres y expliquent aussi, et puis je compare avec la situation de la Grèce. Mais donc, je veux parler de l'Équateur. Là, en Équateur, c'est un pays d'un peu plus de 10 millions d'habitants. Un nouveau président a été élu, je l'ai dit, en Rafael Correa, en décembre 2006, et il avait mené campagne en disant, si je suis élu président, si vous m'élisez comme président, eh bien, une des choses que je ferai, c'est d'auditer la dette afin de ne plus payer la partie illégitime, odieuse, illégale de la dette. Il s'était engagé aussi à ouvrir un processus constituant, donc à changer la constitution du pays après élection démocratique d'une assemblée constituante, et à faire d'autres réformes qu'il a faites. Mais la question de l'audit de la dette était très importante. En juillet 2007, il a adopté un décret présidentiel instituant une commission d'audit de la dette, et il m'a désigné comme un des 18 membres. On était 6 étrangers, et il y avait 12 équatoriens, et 4 organes de l'État représentés dans cette commission, le ministère des Finances, le ministère de la Justice, la commission anticorruption et la Cour des comptes. Et nous avons travaillé 14 mois à analyser 30 ans d'endettement de l'Équateur pour identifier les parties illégitimes. Et donc dans ces parties illégitimes, il y avait des contrats imposés dans des termes qu'on appelle en droit commercial des termes léonins, donc des termes qui favorisent le créancier et qui sont dictés par le créancier au débiteur dans l'irrespect, dans le non-respect de normes minimales d'équité.
ou des projets qui avaient servi des éléphants blancs, donc des projets qui ne servaient absolument pas aux intérêts de la population, ou des projets justement liés aux politiques d'ajustement structurel, qui étaient des prêts de la Banque mondiale à l'Équateur pour qu'il détruise son compte du travail, pour qu'il privatise, pour qu'il augmente les impôts, pour qu'il licencie massivement dans la fonction publique. Donc nous avons audité pendant 14 mois les dettes et nous avons remis nos conclusions. Vous pouvez les lire, mais il faut connaître soit l'espagnol, soit l'anglais. Nos conclusions ne sont pas traduites en français, mais moi j'ai écrit beaucoup là-dessus, donc dans plusieurs livres, notamment un livre qui s'appelle Les crimes de la dette, vous trouverez tout un compte-rendu de ce qu'on a fait sur l'Équateur. Et dans ce documentaire Debtocratie, que vous pouvez acquérir là tout à l'heure, ou bien que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site du CADTR, nous avons démontré que 85% de la dette qui était réclamée à l'Équateur était illégitime. Et le gouvernement équatorien, sur la base de nos recommandations, a suspendu le paiement d'une grande partie de la dette, celle sous forme aussi de titres qui étaient émis par l'Équateur et vendus à des banquiers sur les marchés financiers. Et là, c'était une nouveauté, à la différence de l'Argentine. L'Argentine, fin 2001, a suspendu le paiement parce qu'elle n'avait plus d'argent dans les caisses. On avait 3 ans de récession. L'Équateur, c'était la nouveauté parce que l'Équateur avait de l'argent dans les caisses. Parce que l'Équateur exporte du pétrole, et le prix du pétrole en 2007-2008 était un prix favorable aux exportateurs de pétrole. Et l'Équateur avait de l'argent dans les caisses. Mais le gouvernement équatorien a dit on ne voit pas pourquoi l'argent qu'on a dans les caisses doit servir à rembourser une dette illégitime, alors que nous, comme gouvernement, nous avons une dette sociale à l'égard de notre population. Et nous voulons payer notre dette sociale. Nous voulons améliorer l'éducation, nous voulions améliorer la santé publique, nous voulons améliorer les routes, nous voulons créer des emplois, nous voulons des projets de développement qui servent à la population. Et donc les sous que nous avons dans les caisses, au lieu d'aller aux créanciers illégitimes, eh bien ça doit aller à la population qui s'est serré la ceinture pendant des décennies, si pas plus. Et donc, le gouvernement a suspendu le paiement. Et là, ça a été plus court que l'Argentine. Pendant 6 mois, le gouvernement a dit on ne vous paye pas, le temps de mettre en condition les créanciers. Et puis en avril, donc la suspension a commencé en novembre, et en avril, quand ils étaient bien préparés, le gouvernement a dit finalement nous allons être généreux, nous vous rachetons définitivement les titres à 35% de leur valeur. Et là, c'est aussi différent de ce qu'a fait l'Argentine, sauf la décote. Mais l'Argentine, je vous ai dit, a dit aux créanciers, ramenez-moi le titre où il est mis $100, je vous donne un nouveau titre où il est mis $35. L'Équateur, lui, ce qu'il a fait, il a dit, ramenez-nous le titre où il est écrit $100 et moi je vous donne $35 cash. Il n'y a plus de dette. Donc ce qu'a fait l'Équateur, il a réduit sa dette et là, il n'a pas fait un échange de titres. Il n'a plus de titres aux mains de banquiers étrangers, l'Équateur. Il n'est plus dépendant des marchés financiers. Il trouve des financements alternatifs. Et surtout, il a réduit radicalement sa dette et donc augmenté les dépenses sociales. Donc, conclusion, il fallait faire un tour d'horizon rapide, je dirais pendant 20, voire 30 ans, ou depuis 20 à 30 ans, les pays du Sud qui ont connu une crise de la dette à partir de 1982 dont ils n'étaient pas responsables, ont été soumis à des politiques d'ajustement structurel féroces, qui, dans beaucoup de cas, a amené au délitement
à l'effondrement de l'État. On vous parle avec étonnement aujourd'hui de l'effondrement de l'État malien qui justifierait l'intervention française soutenue par la Belgique et les Nations Unies. Mais si l'État malien s'est délité ou s'est effondré, ce n'est pas par un processus naturel, c'est parce qu'il était démoli par les politiques d'ajustement structurel. Et donc, certains pays comme le Mali ou le Congo, la République démocratique du Congo, sous la présidence de Joseph Kabila, ne sont pas sortis de cette crise de la dette. Ils en subissent toujours les conséquences et ils sont toujours soumis. Et d'autres pays comme l'Équateur, par exemple, ou l'Argentine, s'en sont largement, eux, sortis, pas totalement, mais largement, notamment par une politique délibérée d'indiscipline, de désobéissance, et aussi d'actes éthique, c'est-à-dire procéder à l'audit. Parce que quand on procède à l'audit, ça ne va pas simplement démontrer qu'il y a des méchants créanciers étrangers, ça va démontrer aussi qu'il y a des tas de complices dans le pays qui s'en sont mis plein les poches en endettant leur pays. Évidemment que des ministres avaient signé des contrats et s'étaient enrichis, des ministres équatoriens, des ministres argentins, et on a démarré en Équateur des procédures judiciaires à leur encontre. Il n'y a pas eu simplement la suspension du paiement de la dette. Donc ça, c'est sur la dette du Sud. Alors, maintenant, je vais vous parler de la crise de la dette du Nord. En fait, on a connu une première crise de la dette du Nord, et donc, en 2 minutes, on va passer un petit dessin animé. Et donc, j'ai 2 minutes pour dire que ce que je vous ai dit de la crise de la dette du tiers-monde, en 82, à mon avis, les luxembourgeois n'en se sont pas vraiment rendus compte. Et moi, je viens de Liège, et je vous assure de la crise de la dette de la ville de Liège en 1982-83, j'en ai un souvenir indélébile. Parce que j'étais travailleur à la ville de Liège, j'étais enseignant, et que, parce que les taux d'intérêt avaient explosé, et que la ville de Liège empruntait dans le cadre d'un emprunt qui s'appelait l'emprunt Guimato à du 15% d'intérêt, donc les taux d'intérêt avaient explosé à l'échelle planétaire, et la ville a été prise à la gorge, avec une dette qu'elle était incapable de payer, tout comme des pays du tiers-monde. Et on avait une majorité rouge-verte, la première fois que les Verts rentraient dans une majorité communale, aux élections de 1982, communales. Les Verts étaient au pouvoir à Liège et à Francfort. Daniel Cohn-Bendit était un Vert allemand au conseil municipal de Francfort, et il y avait les Verts liégeois avec les socialistes. Et ils nous ont imposé un plan d'ajustement structurel avec une réduction de salaire de 30%, des privatisations massives. On avait 17 500 travailleurs de la ville de Liège, si je compte les enseignants, et on doit maintenant être à 9 000 travailleurs à la ville de Liège. On a diminué de 50%, évidemment, en privatisant des services comme la voirie, ou en intercommunalisant d'autres services. Tout n'a pas été privatisé, mais on a eu des politiques de licenciement absolument terribles. Tout ça pour payer une dette. Et en fait, moi, dans ma petite histoire, si j'ai commencé à m'intéresser au problème de la dette, c'est parce qu'en tant que travailleur de la ville et syndicaliste, CGSP, FGTB à la ville, on a connu un mouvement de grève qui a duré 16 semaines d'avril 83 à juillet 83, avec des affrontements très durs avec la gendarmerie, parce que les policiers étaient en grève avec nous, les pompiers aussi, les ramasseurs de poubelles aussi, ça sentait pas très bon dans les rues de Liège à l'époque. Mais donc, c'est en luttant là-dessus que quand je me suis rendu compte que sur le plan mondial, on était confronté à un problème de la dette, j'ai été convaincu, à la fin des années 80, de lancer avec d'autres la création du comité d'annulation de la dette du tiers-monde. Et
au début des années 90, ben, on ne parlait plus de la crise de la dette des pays du Nord, ça s'était calmé, mais je dis ça parce qu'il y a quand même un certain nombre de personnes de ma génération ici. Rappelez-vous que on avait des gouvernements Martens-Gaulle dans les années 80 et que tout le discours c'était la dette publique belge a explosé à cause des dépenses de l'État de bien-être et des plans de relance de l'emploi des années 70, la gabégie des dépenses publiques. Il faut remettre de l'ordre dans tout ça. Et pourquoi je mentionne ça? Parce que c'est exactement la même rengaine qui ressort depuis maintenant 2 ans. Le discours des gouvernements Martens-Gaulle des années 85, 86, 87 est repris maintenant par le gouvernement, les grands médias, les patrons, la Fédération des entreprises de Belgique, etc. C'est-à-dire on nous resserre les mêmes plats et on profite du fait que la mémoire collective, malheureusement, est très sélective, qu'il n'y a pas eu une transmission vers les nouvelles générations de ce qui s'est passé dans les années 80. Et aussi, ça marche parce que dans les années 80, je pense que les organisations syndicales n'ont pas pris le problème du discours de la dette publique qu'il fallait réduire, n'ont pas pris ce discours-là justificatif de l'austérité pour dire qu'on va vous démontrer que cette dette publique, elle n'a pas augmenté parce que les dépenses sociales ont été trop importantes, mais cette dette publique a augmenté pour d'autres raisons. Alors maintenant, il y en a sûrement un certain nombre d'entre vous qui ont déjà vu ce dessin animé de 4 minutes que nous avons réalisé entre CADTM, FGTB et CEPAG, mais qui est une très bonne transition pour la suite de l'exposé, parce que ça résume bien ce qui s'est passé les dernières années. Bon, c'était une transition parfaite, parce que ça dit en 4 minutes vraiment, je pense, l'essentiel. On est confronté à un discours qui est le suivant. Notre pays fait partie de l'Union européenne. On s'est engagé à réduire ou à maintenir le déficit des finances publiques dans une limite très précise. Et d'ailleurs, avec le pacte de TSCG, ce sera seulement un déficit admis de 0,5%. Ce déficit, il s'est creusé parce que la dette, nous dit-on, parce que la dette publique a augmenté. Or, il faut rembourser cette dette publique. Et donc, il faut absolument réduire d'autres dépenses. La dépense constituée par la dette publique, le remboursement de la dette publique, il faut la payer. Et donc, il faut réduire d'autres dépenses. Et donc, de là, les plans qui se succèdent. D'ailleurs, c'est tout à fait extraordinaire maintenant. Ce sera à chaque examen budgétaire, on nous dira si c'est 1,5 milliard, ou 3 milliards, ou 4 milliards d'efforts supplémentaires qu'il faudra au cours de l'exercice ou pour l'année suivante. Hein, on vient de nous apprendre la semaine passée que la Banque nationale de Belgique revoyait le taux de croissance de la Belgique à la baisse et que donc, par rapport au calcul sur le déficit budgétaire qu'il ne fallait pas dépasser, il fallait augmenter les réductions de dépenses. Évidemment, on ne parle pas de réduire le paiement de la dette, on nous parle de réduire des dépenses sociales, etc. Donc ça, c'est le discours qu'on entend. S'y ajoute, par ailleurs, alors pour nous rassurer, nous sommes dans la bonne voie. Si vous avez écouté le discours de Elio Di Rupo la semaine passée à la Chambre, nous sommes dans la bonne voie. D'ailleurs, les marchés financiers sont très contents de nous.
ils nous prêtent de l'argent à des taux d'intérêt très bas parce que vraiment nous menons très très bien la barque de notre économie. Mais il faut faire des restrictions et ça ira mieux demain. Bon. Donc ça, avec le type de politique très clair, avec le type de politique que le gouvernement belge et la Commission européenne et la Troïka dont on a parlé, donc il faut y ajouter le Fonds monétaire international de la Banque centrale européenne, même, moi je vous garantis qu'on en a pour strict minimum 10 à 15 ans de situation économique dépressive et d'efforts d'austérité extrêmement importants. Et que la Belgique, en plus, n'est pas du tout à l'abri d'une dégradation brutale de la situation. C'est-à-dire que les marchés financiers qui ne s'attaquent pas à la Belgique maintenant parce qu'ils s'intéressent plus à l'Espagne et à l'Italie, après s'être intéressés à la Grèce et à l'Irlande et au Portugal, peuvent trouver à un moment donné que la Belgique, finalement, peut être aussi une proie intéressante dans leur démarche spéculative et leur chantage. Et donc pour le moment, on est tout à fait provisoirement à l'abri parce que ça va mal chez les autres, mais ça n'est pas du tout, il n'est pas du tout garanti que ça va durer. Alors, justement, on se propose pour cela, pour déconstruire le discours qui justifie la multiplication des coupes budgétaires qui tombent sur les victimes de la crise, on se lance avec la FGTB, le CEPAG et le CADTM dans une campagne sur on veut savoir à qui profite la dette, etc. Donc en quelques mots, ce qui est certain, c'est que, et d'ailleurs il y a une partie du dessin animé, le discours qui dit que la dette a augmenté parce qu'on a dépensé trop d'argent en dépenses sociales est totalement faux. Les dépenses de l'État, et notamment les dépenses sociales, ont été stables au cours des 15 dernières années. Et ce qui a fait augmenter la dette publique de manière très forte depuis 2008, c'est le coût du sauvetage bancaire. Le coût du sauvetage bancaire, donc si on prend le sauvetage de Fortis, le sauvetage de Dexia de 2008, le sauvetage d'Etias, le sauvetage de la KBC, qui est moins connue du côté francophone, mais donc c'est la banque de la bourgeoisie flamande et du CDMV, si vous voulez, c'est la 4e banque du pays, la KBC. Le deuxième sauvetage de Dexia de 2011, la recapitalisation de Dexia de 2012, mais tout ça, c'est un coût de 35 milliards d'euros. Et la dette belge représente aujourd'hui 350 milliards d'euros à peu près, et donc les 35 milliards dépensés ont fait augmenter la dette de une douzaine, 13%, parce que 35 de 350, c'est la somme finale, et donc 35, c'était par rapport à 315, 320 milliards de dettes qu'on avait en 2008. Donc la dette publique belge a explosé littéralement comme effet du sauvetage bancaire. Deuxième cause, le coût de la crise. La crise provoquée par les banques sur le plan international, il n'y a pas que Fortis, Dexia, la crise internationale provoquée au départ aux États-Unis, mais qui s'est étendue très vite à l'Europe parce que les banquiers européens avaient spéculé à fond sur le marché des subprimes, donc de l'immobilier aux États-Unis. C'est la crise économique qui en a résulté, a impliqué un coût pour l'État, évidemment. On a dû faire jouer des amortisseurs sociaux et certaines dépenses, comme celles des allocations de chômage, ont augmenté, mais en conséquence de la crise provoquée par les banquiers. Et puis aussi, cette augmentation de la dette publique, elle vient d'une réduction, je dirais, volontaire des recettes
voulue par les gouvernements qui se sont succédés. Qu'est-ce que je veux dire par réduction des recettes? C'est la décision, c'est les fameux intérêts notionnels inventés par Bruno Coleman, qui est omniprésent dans les médias, qui était le chef de cabinet de Didier. Donc, les intérêts notionnels entraînent une perte annuelle d'environ 6 milliards d'euros, c'est-à-dire des non-rentrées fiscales pour 6 milliards d'euros. On peut y ajouter évidemment la mesure qui consiste à considérer que les revenus des entreprises sont taxés définitivement, et donc si des entreprises ont payé des taxes ailleurs qu'en Belgique et qu'elles viennent en montrant qu'elles ont payé des taxes ailleurs qu'en Belgique, par exemple au Luxembourg ou dans un paradis fiscal ou en Irlande où on taxe à 12% et demi les bénéfices des entreprises, la Belgique ne va pas prélever d'impôts sur ces entreprises-là. Là, on perd aussi 6 milliards d'euros vu cette mesure. Et on peut aligner toute une série de mesures fiscales qui ont réduit les recettes. Et évidemment, si on réduit les recettes, on doit financer le budget par le recours à l'emprunt. Et donc, pourquoi est-ce que je mentionne ça? Parce que rien que le coût du sauvetage bancaire, le coût de la crise comme d'une crise qui a été provoquée par les banques, et la diminution des recettes fiscales qui force l'État à recourir à l'emprunt, et tout ça, l'examen qu'on veut faire avec un maximum de citoyens et de citoyennes en Belgique, c'est leur montrer que ça sont des causes d'illégitimité de la dette. Alors là, il y a, la terminologie est importante. On peut avoir de manière légale, on peut avoir pris des décisions de manière légale, en respectant certaines procédures, mais ce qui ne rend pas ces mesures pour autant légitimes. On peut avoir des politiques qui sont légales et qui sont parfaitement illégitimes. Si on nous dit les intérêts notionnels, ça a été pris par un gouvernement qui a fait voter en plus par le Parlement le budget et tout ça est parfaitement légal, oui, c'est légal, mais pour nous, illégitime. C'est-à-dire que ça n'a pas respecté des principes généraux d'équité, et notamment un principe fondamental de l'impôt, qui est que l'impôt doit être redistributeur en faveur de ceux qui en ont besoin et à charge de ceux qui ont la plus grande faculté contributive. L'impôt, normalement, sert à ça. L'impôt en Belgique, la fiscalité, sert exactement au contraire. Elle sert à enrichir les riches, et les réformes fiscales de Renders, mais qu'il l'a fait dans le cadre d'un gouvernement avec les socialistes, membres du gouvernement, qui l'ont donc accepté, c'est des gouvernements, des politiques qui font l'inverse de la redistribution. Ou si vous voulez, c'est la redistribution en faveur des plus riches. Mais donc c'est le contraire d'une politique redistributive au sens classique. Donc nous voulons, si vous voulez, l'audit citoyen, c'est quoi? C'est un outil de prise de conscience, c'est un outil d'auto-organisation, les citoyens qui décident de se réunir, qu'ils soient de la FGTB, du CRDR, de la CSC, d'Attac, de Vie Féminine, de telle ou telle association, ou d'aucune association du tout, mais qui sont des citoyens, des citoyennes, et qui se disent, moi j'aimerais bien comprendre ce qui se passe dans ce pays et pourquoi la dette publique belge a augmenté, et aller au-delà du discours dominant de ce que nous raconte le soir RTL, belle RTL, la Meuse, la Lanterne, la Gazette, je ne sais plus qui, et comprendre, et donc participer en s'auto-organisant à un travail d'analyse qui doit déboucher alors sur des mobilisations, parce qu'à partir du moment où on arrivera à se convaincre nous-mêmes et à convaincre autour de nous une partie de la population, et on espère de plus en plus large, que cette dette est illégitime, on devrait pouvoir faire rentrer le non-paiement de cette dette illégitime dans le cahier de revendication
des grandes organisations syndicales, dans nos mobilisations, pour dire à nos gouvernants, on n'est plus d'accord, nous, de faire les frais du paiement de cette dette, et il faut trouver donc des solutions en termes de suspension de paiement de la dette, répudiation de la partie illégitime, ou des mesures qui font payer la dette par ceux qui en profitent. C'est-à-dire, par exemple, une taxe exceptionnelle, un impôt exceptionnel sur le patrimoine et le revenu du pourcent le plus riche, et puis d'autres couches de cette petite minorité qui en profite vraiment de la crise et des mesures fiscales qui en profitent à grande échelle, pour les faire cracher au bassinet, pour que eux payent pour cette dette et que ce ne soit pas la population qui le paye en versant à l'impôt. Alors, je termine en disant, donc l'audit c'est une démarche qui est à la fois de conscientisation, d'auto-organisation, débouchant sur la mobilisation, aboutissant à des mesures de suspension, annulation de dettes illégitimes. Bien sûr, pour nous, la question de la dette est un élément central, mais ça ne remplace pas d'autres mesures politiques alternatives qui sont fondamentales, comme la nécessité de lutter pour l'arrêt des plans d'austérité, la nécessité de lutter contre le mal à la racine dans le monde bancaire, et pour moi ça passe par la socialisation des banques. Pour moi, les banques c'est une affaire trop sérieuse que pour les laisser aux mains des capitalistes qui font tout et n'importe quoi, et il faut faire rentrer dans un statut public les banques et leur donner une véritable mission de service public. Et là, en passant, je vous signale que, alors vous savez peut-être que Belfius, cette transformation de Dexia Bank en Belfius, 100% des actions de Belfius sont aux mains de l'État, mais ça n'en fait absolument pas une banque publique. C'est une banque de droit privé qui est gérée par des gestionnaires qui n'ont qu'une perspective de poursuite du profit et qui ne répondent pas du tout à des missions de service public. Donc pour moi, Belfius demanderait à être véritablement socialisé. Mais il faut aussi bien sûr une autre politique fiscale, il faut une autre politique d'emprunt public, je peux en parler si vous voulez mon avis tout à l'heure. Il faut une répression des délits économiques, il faut une répression de la grande fraude fiscale pour faire rentrer des recettes justement en luttant contre la grande fraude fiscale. Il faut aussi partager le temps de travail, donc réduire radicalement le temps de travail avec des embauches compensatoires en maintenant les salaires, et il faut construire une autre Europe. Donc pourquoi est-ce que je dis ça rapidement à la fin? Pour dire la réponse sur la dette n'est pas la panacée à tout, elle est un élément d'un programme d'ensemble. Mais quelque part, la dette est un point de départ fondamental d'une résistance, d'un programme d'alternative. Si on ne résout pas le problème de la dette, on continuera à être confronté à un discours qui sera dominant avec des gouvernants pour l'appliquer et qui consistera à dire on doit payer cette dette, elle est tellement élevée qu'il faut faire des réductions de dépenses ailleurs. Donc si on veut résoudre ce problème, il faut s'attaquer au problème de la dette. Voilà, je termine là-dessus et bien sûr on va avoir un débat, je suis sûr, tout à fait intéressant. Merci beaucoup pour votre attention.